Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà confortablement installés, des invités que nous allons retrouver ici dans quelques instants pour échanger avec eux sur ce qui apparaît donc dans les principales unes des publications de ce mardi 19 juin 2018. Et nous démarrons avec la nouvelle expression qui parle du nord-ouest et du sud-ouest et des nouvelles réponses de Paul Biya relativement à la crise anglophone. La nouvelle expression qui croit savoir que le président de la République a instruit la mise en œuvre d'un plan national de solidarité. La nouvelle expression qui fait savoir donc que le président de la République vient d'instruire la mise en œuvre d'un plan national de solidarité à l'endroit des compatriotes de la région anglophone. L'information est contenue à la page 3 et c'est notamment le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui dans une récente sortie fait savoir que le président de la République a donc instruit la mise en œuvre d'un plan national de solidarité à l'endroit des compatriotes des régions anglophones. Le ministre de la Communication qui poursuit en faisant savoir qu'une mission gouvernementale ira à la rencontre de nos compatriotes réfugiés au Nigeria dans les prochains jours afin de créer des conditions de leur retour dans leur localité respective. Issa Tiroma Bakari qui poursuit en fustigeant le dernier rapport d'Amnesty International, faisant savoir que ce rapport est plein de déclarations mensongères et d'approximations. Le journal La Nouvelle Expression qui fait un parallèle entre cette sortie du ministre Issa Tiroma Bakari et une sortie tout aussi récente du ministre des Enseignements secondaires sur une chaîne internationale, lui qui faisait savoir que le débat sur sur le fédéralisme n'était pas complet, en tout cas que le RDPC n'était pas complètement fermé à ce débat, et c'est ce qui pousse La Nouvelle Expression à penser qu'il s'agit là de nouvelles réponses du président de la République Paul Biya à la crise anglophone. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de transition démocratique et d'Akeri Mouna qui annonce un tsunami politique au Cameroun. L'avocat candidat à la présidentielle s'explique sur ses affaires en famille et ne se contente plus de dénoncer un procès politique qu'il oppose à sa sœur cadette Amatoutou Mouna. L'ancien bâtonnier est convaincu qu'il est la cible du système judiciaire camerounais, lui qui se présente en innocent dans l'affaire qu'il oppose à sa sœur cadette, lui qui ajoute, et La Nouvelle Expression reprend justement là-dessus, que justement lors de cette affaire de succession, lui n'était même pas présent. Et lors de cette sortie devant la presse, c'est l'un de ses conseils qui s'est dit témoin de cette succession qui a donc une fois encore innocenté son client Akeri Mouna, qui annonce que pour la présidentielle à venir, c'est un tsunami qui se prépare, un tsunami politique avec une alternance pacifique qui sera observée à l'issue de la présidentielle à venir. L'Assemblée nationale et un nouveau secrétaire général, Denis Godefroy Mbok, réputé proche de la famille présidentielle, a été nommé par un décret du président de la Chambre basse du Parlement, nous dit chez La Nouvelle Expression, qui ajoute que le Social Democratic Front est en ébullition du côté de Bafoussam Ier. Si des militants assoiffés de changement ont fait fi de la suspension par la commission électorale des travaux pour mettre en place un nouveau bureau. Cameroun Tribune s'intéresse ce matin à la lutte contre les épidémies en Afrique. Cameroun Tribune qui parle de l'engagement des forces de défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Somo, a procédé hier à l'ouverture de la 5e conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la gestion des épidémies. Le but de la rencontre, nous dit Cameroun Tribune, était d'adopter des stratégies plus efficaces en vue de renforcer l'action de surveillance des armées contre ces fléaux. Le journal qui nous parle aussi de sport et de la Coupe du Monde, les favoris qui sont à la peine. L'Allemagne a été battue d'entrée de jeu par le Mexique. Le Brésil, lui, a été tenu en échec par la Suisse.
La deuxième journée dans les poules s'annonce déjà cruciale pour certaines grandes nations dans cette Coupe du Monde de Russie 2018. Mutation parle de longévité au pouvoir et les États-Unis en guerre contre les dinosaures. C'est la une de ce journal qui précise que le président américain Donald Trump a nommé un nouveau responsable chargé des affaires africaines au département d'État. Dans sa première intervention devant le Sénat, Tibor Nagy n'a pas été tendre vis-à-vis des leaders qui s'éternisent à la magistrature suprême, ce qui promet des lendemains difficiles à ces derniers. Le jour reste sur la crise anglophone et à titre donc sur le sud-ouest, un camp de sécessionnistes démantelé. L'opération menée par des éléments du bataillon d'intervention rapide a permis la libération de 4 otages, dont le commissaire de police de Mounia, une banlieue de Bouya. Des armes ont été également récupérées, nous dit le journal. Le quotidien de l'économie pour sortir, titre sur le secteur public et ses recrutements à problème dans les sociétés d'État. Difficile pour les citoyens de connaître les modalités d'embauche dans les entreprises à capitaux publics au Cameroun. Dans un ouvrage apparu le 20 juin 2018, le professeur Viviane Ondoa Biolé apporté des éclairages sur les innovations susceptibles d'améliorer la performance des entreprises publiques. Voilà donc pour ce parcours des principales unes. Nous sortons pour retrouver nos invités déjà présents sur ce plateau, avec notamment Camille Nélé, à qui je dis bonjour. Bonjour Eric Martial Diomon, bonjour Casimir Désiré Tagny, à qui je dis bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour à tous les accros de la revue des grandes unes. Allez, bienvenue à vous. Donc, bienvenue à Casimir Désiré Tagny. Bonjour. Bonjour Eric Martial. Bon mardi. Merci. Vous savez qu'un Martial peut en cacher un autre. Le matin, nous avions Martial Fanga et maintenant Eric Martial. Absolument. Et nous sommes pendant la Coupe du Monde, l'une des rares Coupes du Monde où le Cameroun, les Camerounais sont obligés de regarder à la télévision. Malheureusement, oui, depuis un temps, en 2006, nous étions absents. Oui, je dis bien l'une des rares, parce que tous ces derniers temps, nous avons été habitués aux Coupes du Monde, malgré que les résultats ne sont toujours pas là. Et voilà l'Afrique qui est à la traîne, l'Afrique qui attend impatiemment sa première victoire. Nous espérons que le Sénégal va nous l'offrir. Allez, on espère que le Sénégal pourra l'offrir. Le Sénégal qui va faire sa première sortie face à la Pologne. Mais on n'est pas en sport, messieurs. On revisite les principales unes parues ce matin, avec donc la crise anglophone qui apparaît sur quelques tabloïds, notamment La Nouvelle Expression, qui pense que Paul Biya a changé de cap, puisque La Nouvelle Expression titre Les nouvelles réponses de Paul Biya, s'appuyant sur les sorties de Issa Tiroma Bakary et de Jacques Famendongo. Camille. Changer de cap, non, je ne pense pas. Vous savez, le président de la République est imperturbable. Et il est vrai que ces stratégies sont toujours très secrètes, très intériorisées. Il se limite à agir au moment opportun. Bon, le ministre Issa Tiroma Bakary a bien affirmé dans une conférence de presse que le président de la République compte mettre sur pied une espèce de comité de soutien pour les réfugiés. Bon, c'est un peu, bien évidemment, à la suite de John Frundi qui, lui, avait annoncé qu'il avait l'intention d'aller se rendre au Nigeria. Qui est bloqué. Il est bloqué jusqu'à présent pour se rendre au Nigeria. Maintenant, le ministre de la Communication annonce une mission gouvernementale. Une mission gouvernementale. Bon, alors, est-ce que cette mission a été inspirée par le SDF ou bien a-t-elle été le gouvernement a-t-il été pris de court au point maintenant d'essayer de mettre sur pied une mission? Mais moi, je pense que depuis que les populations de ces zones-là souffrent, le gouvernement aurait dû, par solidarité, bien évidemment, et par compassion, se rendre à leur chevet, au moins pour constater, au moins pour évaluer le degré de souffrance de ces personnes. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Bon, mais si maintenant le gouvernement a décidé de passer à l'action, d'aller regarder de près ces Camerounais qui souffrent au Nigeria, ce n'est pas une mauvaise chose. Mieux vaut tard que jamais. Mais toujours est-il qu'en matière de réaction, il faut avouer que les réactions du gouvernement sont un peu à la traîne. À la traîne. Alors, Paul Biya, imperturbable selon Camille, Casimir, partagez-vous cet avis ou alors pour vous, il s'agit véritablement d'un nouveau cap et de nouvelles réponses, d'évolution même de la posture du président de la République et de l'ensemble du gouvernement relativement à cette crise anglophone? Pour mieux comprendre l'attitude du chef de l'État, Paul Biya, il faut un peu remonter en arrière pour revisiter l'histoire des crises au Cameroun.
Vous vous rappelez que lorsque Paul Biya accède au pouvoir en 1982, la première véritable crise était celle de 1984 avec le coup d'État manqué. Ensuite, il y a eu l'affaire Bakassi et après cela, c'était Boko Haram qui s'est installé dans l'extrême nord. Et maintenant, les années de braise, 92. Non, je parle des crises graves. Ça, c'est les crises socio-politiques, ce que vous évoquez là. Donc, il y a eu Bakassi, il y a eu le push manqué, il y a eu Boko Haram. Et maintenant, nous sommes face à la crise anglophone. Vous allez voir que toutes ces différentes crises, j'ai l'impression que ça a suffisamment endurci le chef de l'État qui sait qu'il peut baisser la tête pour que le vent passe. Mais est-ce que la crise anglophone est une simple petite crise qui suffit de baisser la tête pour que le coup de vent passe? Moi, je n'ai pas l'impression. Et vous allez bien voir que les différents membres du gouvernement sont même pratiquement en train de prendre des attitudes différentes. Regardez la dernière sortie de Issa Chiroma. Il persiste et signe, comme Camille l'a dit tout à l'heure dans la démarche de Paul Biya, il persiste et signe que la forme de l'État ne doit pas changer, que le pays reste un et indivisible. Pendant ce temps, la commission Moussongue est en train de tendre une oreille attentive vers le fédéralisme. Donc vous voyez, il y a la sortie de Jacques Famine. Sans oublier également la sortie de Jacques Famine Ndongo qui pense également que le RDPC peut ouvrir le débat sur le fédéralisme. Donc il y a comme une sorte d'embrouille. Mais par rapport à la réconciliation, je crois que Issa Chiroma a adopté l'attitude de son chef, de son mentor, qui est d'aller vers les réfugiés et essayer de les ramener. Et vous voyez que pendant que le gouvernement veut aller vers les réfugiés du Nigeria, les Camerounais réfugiés au Nigeria, on refuse l'accès au Nigeria à Ni John Fundi, qui est un président de parti au pouvoir. Il faut se poser bien la question. Qui est un président de parti, du plus grand parti d'opposition au Cameroun. Il faut se poser la question, pourquoi ce refus d'appel à John Fundi d'aller au Nigeria? Est-ce que le gouvernement n'a pas peur que Ni John Fundi peut lui ravir la vedette par rapport à cela et qu'ils sont en train de préparer un grand coup pour qu'on dise que c'est le gouvernement qui a ramené? Parce que si c'est Fundi qui les précède sur le terrain des réfugiés, je crois que ça risque de poser des problèmes. Et justement, je vais rester avec vous avant de passer la parole à Camille, quelle peut être la réponse de ces réfugiés en terre nigériane devant une mission gouvernementale? Leur réponse doit être univoque. Est-ce que leur sécurité est assurée? Tant que leur sécurité n'est pas assurée, ils ne peuvent pas rentrer. Et il faut que leur sécurité ne doit pas être seulement, la réponse ne doit pas être seulement du côté des forces de maintien de l'ordre. Parce que les sécessionnistes eux-mêmes ne leur réservent pas tout sur un plat en or. Les sécessionnistes font partie de ceux qui font des exactions et qui ont amené ces réfugiés à se retrouver à l'extérieur. Alors, est-ce que le gouvernement peut rassurer ces réfugiés pour qu'ils reviennent, que leur sécurité peut être vraiment assurée? Ça, c'est une question. Camille, peut-être à la réponse. Non, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas une boule de cristal. Mais je réponds d'abord je vais un peu dans le sens de l'affirmation de la nouvelle expression qui parle des nouvelles réponses de Paul Biya. Vous savez, avec chaque fois qu'il se passe quelque chose, on attend toujours une réponse du président de la République et quand elle arrive, elle arrive. Vous savez, face à la crise anglophone, face à tout ce charivari qui était du côté du sud-ouest et du nord-ouest, le président de la République a donné pour réponse la mission la commission Moussongue. Mais la commission Moussongue, depuis qu'elle existe, vous voyez bien qu'elle ne bouge pas beaucoup. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. S'il ne fallait s'en tenir qu'à la commission Moussongue pour régler ce problème-là, moi je pense qu'on attendra encore longtemps. Alors, la commission Moussongue arrive, rencontre des gens, tranquillement, leur pose des questions et dit que bon, nous allons transmettre ça au président de la République. C'est leur mission. Leur mission est de rendre compte au président de la République sans plus. Et vous voyez très bien que cette commission n'a pas fait beaucoup d'efforts dans le sens de la résolution de la crise anglophone. Bon, maintenant, quand M. Issa Chiroma annonce que le gouvernement est en train de créer un comité qui va se rendre au Nigeria pour demander et convaincre les réfugiés à réintégrer leur pays. Est-ce que c'est la priorité à ce moment? Mais non, je pense d'abord qu'il y a une première chose. La priorité même, d'abord, c'est d'aller rendre visite aux réfugiés qui sont à l'intérieur du Cameroun,
qui sont du côté de Fongo Tongo, du côté de Banga, du côté qui sont réfugiés du côté de l'Ouest. Les déplacés, on va les appeler. On ne les a pas encore vus. Comment est-ce qu'on va d'abord voir ceux qui sont à l'intérieur alors que ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, eux-mêmes sont en train de souffrir énormément. Ils ont des problèmes de recasement, ils ont des problèmes quotidiens. On n'a pas encore pensé à aller les voir. D'ailleurs, Equinox Télévision propose dans son 20h de ce soir un grand reportage sur ces réfugiés internes dus à la crise anglophone. Vous voyez donc qu'il fallait d'abord commencer par là. Et maintenant, les déplacés, vous voulez dire? Les déplacés. Oui, mais les déplacés ce sont des réfugiés. C'est des réfugiés, ils ont quitté leur village. Réfugiés dans leur propre pays. Absolument. Ils le sont devenus aujourd'hui par la force des choses. Je préfère utiliser le mot déplacé. Déplacé. Mais déplacé, quand vous vous déplacez pour aller vous réfugier, là où il y a l'inquiétude, vous êtes un réfugié. Bon, maintenant, on continue. Le débat n'est pas un débat sémantique. On continue. Quand on dit qu'il y a une mission gouvernementale qui va aller au Nigeria pour aller chercher les déplacés pour les ramener au Cameroun, est-ce qu'au Cameroun, les conditions de leur retour sont-elles assurées? Non, elles ne sont pas assurées et elles ne seront pas assurées avant longtemps. Et parce que je persiste à dire, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vision tronquée de la situation. Je persiste à dire qu'aujourd'hui, à l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, à l'analyse des exactions qui se passent dans les villages, et vous voyez très bien toutes ces vidéos qui passent dans les réseaux sociaux, où l'on voit des jeunes voyous qui tiennent des armes, qui disent que non, nous on tient ceci, qui bat les routes et tout ça, on ne sent pas la motivation de la sécession. Ils disent que oui, nous voulons la liberté. Et la liberté, c'est en chassant les gens, en tirant sur les gens, en séquestrant les gens, en kidnappant des gens. On peut se poser des questions. Et moi j'ai peur qu'au Cameroun, elles sont en train de se constituer des bandes armées éparses, chacune qui va régner sur son petit territoire, qui va kidnapper qui il veut, qui va prendre l'argent à qui il veut. Vous avez vu tout récemment, il y a une équipe de football qui a été arrêtée en pleine route, dépouillée des téléphones et de l'argent et qui a été sauvée par le retour des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des pillards de plus en plus. Ce ne sont pas des gens qui peuvent... Des fondamentalistes. Des fondamentalistes qui ne peuvent se réfugier. Ce ne sont pas des fondamentalistes. Non, c'est beaucoup plus des pillards aujourd'hui. Et c'est les bandes armées qui sont... Et c'est là ce côté assez dangereux et dramatique qui fait que pendant que vous parlez de sécessionnistes, donc de gens qui se battent pour une guerre entre guillemets, ou une guerre entre guillemets de libération, vous voyez plutôt des gens sommairement armés qui prennent les villages en otage et qui tuent les gens et tout cela. Et c'est pour cela que je dis que tant que la situation ne sera pas réglée sur le terrain, les populations ne pourront jamais revenir parce que les populations ont beaucoup plus peur des bandes armées que de l'armée en elle-même. Alors, le journal Le Jour, lui, parle de ce camp de sécessionnistes démantelé dans la région du sud-ouest, non loin de Mounia. Le Jour qui présente donc cette belle victoire des éléments du bataillon d'intervention rapide. Alors, pour répondre, c'est une sorte de réponse à ce que disait tout à l'heure Camille, l'armée qui se bat et qui, justement, dans cette opération de démantèlement, a réussi à libérer le commissaire de Mounia et plusieurs autres otages qui étaient détenus par ces sécessionnistes. Oui, nous tirons un coup de chapeau à l'armée camerounaise qui a réussi à démanteler ce camp de sécessionnistes. Mais l'existence de ce camp démontre justement à suffisance que les sécessionnistes ont encore du chemin. Ils ont encore des beaux jours devant eux. Ils n'ont pas encore complètement perdu, contrairement à ce que a déclaré ici Tchimur Chiroma, puisqu'il a dit qu'il devrait reconnaître qu'ils ont perdu et demander pardon. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Il y a encore du boulot. Il faudrait que l'armée reste encore en éveil. D'ailleurs, à l'heure où nous faisons cette émission, le sud-ouest est pratiquement coupé des autres régions au niveau de Moulouka où on ne peut ni accéder ni revenir de ce côté-là. Donc, c'est encore une situation très sérieuse et il faudrait même que... C'est incroyable que dans un pays, quelques poignées de sécessionnistes, avec tout ce qu'on a comme armada d'armées et militaires, d'armées de terre, d'armées de l'air et marine, tout ce qu'on a, une petite poignée de sécessionnistes réussit à couper toute une ville en deux, à couper Mouyouka, à couper la région du sud-ouest en deux, alors que même par l'armée de l'air, on pouvait facilement agir et puis les neutraliser. Moi, ça me surprend un tout petit peu. Ça veut dire que ces sécessionnistes-là sont suffisamment armés. Il faut se demander qui les arme. Parce qu'il a même été démontré qu'il y a des États, il y a des pays à l'extérieur, il y a des pays occidentaux qui seraient en train de leur donner et des munitions
et les moyens financiers et la nutrition et tout ce qu'il faut pour qu'ils tiennent tête et qu'ils continuent à faire... Casimir, quand vous dites qu'ils sont suffisamment armés, vous n'avez qu'à faire l'inventaire des armes que l'on retrouve sur eux. Ce sont des fusils de chasse, ce sont des fusils à pompe. Donc c'est des armes très très légères. Bon, quelques AK-47 de temps en temps, mais ce qui ne l'empêche pas d'être nuisible. Non, même avec des machettes et des machettes, même avec des machettes on peut être nuisible. Mais ce que je dis, c'est que quand on dit suffisamment armés, ces gens ont un armement sommaire. Ils n'ont pas l'armement sophistiqué qui puisse leur permettre de tenir valablement tête à une armée aussi bien organisée que celle du Cameroun. Mais le problème, c'est leur capacité de nuisance. C'est cette guérilla qui fait qu'ils frappent, ils disparaissent, ils coupent un village, ils coupent des routes, ils prennent les voies. C'est ça qui ils sont en permanence depuis 3 jours. Ils ont coupé Mourouka en 2. Alors, messieurs, on va évoluer avec... Mutation qui nous parle du nouveau Monsieur Afrique du département d'État américain, Monsieur Nagy, qui a été donc nommé par Donald Trump, qui dans son premier discours devant le Sénat clairement était assez dur avec ses leaders qui s'éternisent au pouvoir en Afrique. Alors certains prennent cela et placent quelque peu dans le sillage de la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Donald Trump, qui choisit visiblement d'aller en guerre, Casimir, contre ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Le nouveau secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, il faut l'appeler par son nom, n'implémente que la politique américaine. Et ça, c'est ce que les Camerounais devraient savoir. Dans l'ensemble, chaque pays met à des responsabilités des personnes qui peuvent impulser leur désiderata. Seulement qu'on a l'impression que le ton semble de plus en plus dur avec Trump, Donald, qui lui-même, en tout cas, on le connaît. Donald Trump, dès qu'il a accédé au pouvoir aux États-Unis, a annoncé le ton. Il ne veut plus des présidents qui restent éternellement au pouvoir. Et il a manifesté dernièrement par son ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, au Cameroun, qui expressément, après une sortie, une audience qui s'est passée de manière très discrète, où il n'était pas obligé de sortir, raconter qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le chef d'État. Donc s'il l'a fait, ça veut dire quelque chose, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc le nouveau secrétaire d'État qui vient d'être nommé, vraiment ça ne nous surprend pas. D'ailleurs, on connaît son discours avant et c'est pour cela qu'il est là. Il est là. Il a été ambassadeur. Alors maintenant la question est de savoir, 2 questions. Est-ce qu'il peut réussir? Est-ce qu'il peut réussir à... Là où d'autres ont échoué, parce qu'il faut rappeler que depuis que le Cameroun, depuis que Paul Biya est aux affaires, les ambassadeurs américains au Cameroun n'ont jamais été tendres envers lui, envers le chef d'État camerounais, mais ils n'ont jamais réussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que ce sont les Américains qui doivent venir ici au Cameroun et en Afrique nous imposer des chefs d'État? Je crois que chaque pays ou bien chaque État a le président qu'il mérite. Ce sont les nations. Une chose et son contraire. Oui. Il faut bien le comprendre. Chaque État a le président qu'il mérite. Chaque État choisit, ce sont les populations de ces États-là qui choisissent leur chef d'État et ils ne peuvent pas aller choisir, ils ne peuvent pas suivre exactement ce que veulent les Américains. Alors, on peut donc dire, au regard de tout ceci, que monsieur le nouveau secrétaire d'État au département américain en charge de l'Afrique, est parti, voilà, pour être dans la lignée des autres, c'est-à-dire on fait de gros discours, mais matériellement rien ne suit. Non, ce n'est pas une question de lignée. Moi, je pense qu'il faut que nous mettions en tête la logique des États-Unis. La logique des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont été constitués par des personnes qui venaient d'Europe, qui avaient fui la monarchie. Toutes les monarchies, tous ceux qui sont partis de l'Europe pour aller s'installer en Amérique, avaient fui le Nouveau Monde. Il avait appelé le Nouveau Monde. Et quand ils ont mis en place des structures de la création d'un État, les pères fondateurs des États-Unis, Washington, Jefferson, Smith et les autres, ils ont dit, bon, maintenant qu'on peut être président, il faut que
nous démissions. Nous ne devons pas mettre une autre monarchie en place alors que nous fuyons des monarchies. Le premier président, George Washington, a fait un mandat. Au deuxième mandat, il a dit que je pense qu'en 2 mandats, j'ai eu le temps de donner tout ce que je pouvais, donc quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Jefferson a été nommé le deuxième président. Il a été inscrit dans leur constitution qu'aucun président ne fera jamais 2 mandats. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 mandats. 2 mandats. Bon, c'est une logique qui fait qu'il n'y a pas de problème. Il y a pas, même si vous êtes le président le plus populaire comme Obama l'a été, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Bon, il est donc compréhensible qu'un État comme celui-là, qui ne supporte pas, qui sait très bien que ça c'est l'une des meilleures formules pour qu'un État puisse vivre sans que s'installe un dictateur, c'est pour ça qu'ils estiment que les chefs d'État, surtout africains, qui aujourd'hui passent leur temps à manipuler, à tripoter les constitutions pour s'éterniser au pouvoir, ils savent très bien. Manipuler même les élections. Et manipuler les élections. Ils se disent que ce sont des dictateurs et que c'est pas bon du tout pour le pays. La preuve, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Les citoyens n'ont peut-être pas le moyen d'aller en guerre, d'aller souvent en guerre contre ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, mais toujours est-il que nous avons aussi connu la fin lamentable de beaucoup de chefs d'État qui s'étaient éternisés au pouvoir et qui ont été obligés de s'enfuir à la dernière seconde ou en catastrophe. Donc, quand le nouveau monsieur Afrique des États-Unis vient dérouler un discours assez dur en disant que vraiment nous ne serons plus les amis des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, ben, les Africains applaudissent parce qu'ils savent que, et surtout ceux d'Afrique centrale, ils savent que c'est l'apanage de nos chefs d'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? Casimir a dit, et beaucoup de gens pensent que les États-Unis ne doivent pas venir nous imposer un président. C'est nous-mêmes qui devons nous choisir nos présidents. Mais quand il dit que le Cameroun a le président qu'il mérite, bon, moi je pense que il faudrait voir. Mais seulement, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que les États-Unis, ou même d'autres gouvernements, demandent à M. Paul Biya de donner la possibilité à l'alternance, hein, pas en l'envoyant à la porte, mais de donner la possibilité à l'alternance. Or, il aura 100 ans dans 15 ans. Bon, s'il ne pense pas encore à partir, c'est ça qui rend un peu nos amis sceptiques. Et surtout, ils se demandent, ils sont en train de se dire que pendant qu'il est là, quelles sont les garanties pour une alternance au cas où subitement il y aurait vacance au pouvoir? Parce que le problème est le plus grand, c'est là le plus grand nœud. S'il y a subitement vacance à la tête de l'État, que pourrait-il se passer? Donc c'est ça qui c'est l'équation en mille inconnus. Ils ne veulent justement pas qu'il y ait un inconnu, un saut dans l'inconnu. Pour sortir. Camille, je voudrais qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas les Occidentaux qui doivent nous donner des leçons. Vous croyez que nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes très fiers d'avoir un président qui reste ad vitam aeternam. C'est ce qu'il dit. Nous pouvons également faire partie, Paul Biya, si nous le voulons. Il s'agit d'aller aux urnes, il s'agit de voter. Ce n'est que par les urnes. Vous allez voter en novembre. Alors, en octobre. Alors, pour sortir, messieurs, ce sujet, cette sortie d'Akere Mouna qui annonce un tsunami politique. Justement, puisque vous avez parlé de vote. Ben, il annonce un tsunami politique. Il n'est pas interdit de rêver. Mais toujours est-il que l'élection est en marche. Plein de candidats s'annoncent déjà. On verra bien qui va gagner. Aucun de nous n'a la boule de cristal, mais on connaît tout de même à quel niveau le système électoral est corseté au Cameroun. Mais toujours est-il que moi, ce n'est pas l'annonce d'Akere Mouna sur le tsunami politique qui m'intéresse. C'est surtout cette obsession qu'ont les journaux aujourd'hui à jeter un coup d'œil dans le problème de la succession des enfants de Salomon Mouna Tandeng. Moi, je pense que c'est un problème de famille. Qu'on les laisse s'étriper, et vous savez, les successions, c'est toujours des choses... Il a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il s'est expliqué justement sur ces affaires de famille, en faisant savoir qu'il était innocent par rapport à... Innocent ou pas innocent. Moi, je pense que personne n'est obligé de rester dans l'indivision. Si Mme Mama Toutou avait sorti de l'indivision, elle a le droit de sortir et de prendre sa part. Et maintenant de demander aussi des comptes. Parce que depuis que Solomon Tandeng Mouna est mort, il y a eu des administrateurs de la succession, et elle veut savoir comment ça s'est passé, ce qu'elle a eu, ce qu'elle n'a pas eu, et ce qu'elle doit avoir en contrepartie. Moi, je pense que c'est très normal. C'est la sortie de Akere Mouna qui me surprend justement, parce que avocat international, comme on le connaît, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, très brillant avocat que nous connaissons, au lieu de dérouler ses arguments au niveau de la justice, il préfère aller dans les médias. Et vous allez bien voir qu'est-ce qu'il dit dans les médias. Il surcharge sa sœur, Matoutou. Elle n'a jamais été, d'après lui, une bonne gestionnaire. Elle a fait dans des marchés fictifs. Tous ces marchés étaient foireux. Elle a pris des cautions à la famille. Parfois, elle est revenue en catimini reprendre l'argent à l'insu des autres membres de la famille, et patati et patata. Alors que, et puis,
ils dénoncent également la célérité. Alors que eux, les avocats, ils sont toujours en train de dire que les procès piétinent, qu'il faut aller plus vite. Voilà que son procès est en train d'aller un peu plus vite, il dénonce cela et il trouve que c'est le ministre de la Justice qui est derrière. Vous voyez, la seule conclusion que je peux dire, c'est ce que vous savez un peu comme moi, Kaminele, c'est que quand vous vous courbez pour voir les fesses de quelqu'un devant vous, on voit les vôtres sans se courber. Mais quand vous parlez de célérité, moi je me souviens bien de l'affaire Bibi Jet 2, la fameuse affaire de la bière présidentielle, où le tribunal a dû renvoyer plusieurs fois. Les audiences ont été renvoyées parce que M. Akerimona était attendu comme témoin de l'accusation pour venir dire ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'est jamais venu. Alors qu'il a encaissé l'argent. C'est lui qui a réglé le problème aux États-Unis. Il n'est jamais venu. Et moi, je pense qu'en tant qu'avocat, lui, je me souviens, je lui avais posé la question publiquement dans une conférence de presse, mais que lui qui avait réglé ce problème aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas rendu à ce procès? Il a dit qu'il a utilisé l'argent pour payer ses indemnités. Pour payer ses indemnités, il a ramené à dire, monsieur, moi je lui ai demandé, mais comment pensez-vous que l'État puisse condamner quelqu'un alors qu'il y a eu un arrangement? Il m'a dit que la justice peut condamner qui elle veut et peut arrêter qui elle veut. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il est justiciable, en tout cas face à cette justice lui aussi. Merci messieurs pour d'être venus. Merci à vous qui nous avez regardés. Madame, monsieur, demain sera notre jour. Nous serons là pour un autre numéro de la revue d'écran 1. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.